tout le monde! Je vous emmène à Tempelhof. Et cette fois-ci, on y va en vélo. Let's go. Tempelhof, c'est un aéroport qui n'est plus en service et qu'on peut visiter. J'ai décidé de faire la visite avec un guide pour pouvoir accéder à l'intérieur des bâtiments et à la piste d'atterrissage, ce qui n'est pas possible autrement. Je vais pas vous refaire les 2 heures de visite, mais je vais vous raconter ce que j'en ai retenu et ce qui m'a intéressé. Déjà, cet aéroport a été construit durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis, mais la guide disait tout le temps national-socialiste, au point que j'ai fini par me demander si elle kiffait pas un peu trop le Troisième Reich. Heureusement pour l'humanité, les nazis ne finissent jamais les projets qu'ils ont entamés, et cet aéroport n'a jamais été terminé. Pendant la période de la RDA, l'aéroport se situait en zone américaine, donc appartenait aux Américains. Et ils n'ont jamais voulu mettre le budget pour le terminer non plus. Un petit mot sur la RDA, si tu n'y connais pas grand-chose, ou vaguement, comme tous ceux qui ne sont pas allemands ou qui n'ont pas écouté à l'école, comme moi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Russes, les Américains et les Français se partagent à la fois l'Allemagne et Berlin. C'est le traité de Potsdam. À l'est, c'est la partie russe. Ça signifie que Berlin est comme un petit État enclavé dans un pays russe. À partir de 1949, les alliés communistes de la Russie créent la RDA, aussi appelée l'Allemagne de l'Est, séparée de l'Allemagne de l'Ouest par le rideau de fer. Dans Berlin, le fameux mur de Berlin a été construit en 1961 et interdisait la libre circulation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. La chute de ce mur en 1989 a scellé la réunification des 2 Allemagnes en 1990. L'histoire de cet aéroport est particulièrement intéressante pendant cette période de 1945 à 1949. Les relations entre l'URSS et les États-Unis s'enveniment et l'URSS crée un blocus autour de Berlin. Commence alors une organisation incroyable de convoyage de nourriture et de denrées du quotidien par avion, car certaines voies aériennes de libre circulation ont déjà été signées dans le traité de Potsdam. Les pilotes américains transportent des milliers de tonnes de nourriture chaque jour vers Tempelhof et des bénévoles passent 10 heures par jour à décharger les produits. Ils font le trajet plusieurs fois par jour depuis l'Allemagne de l'Ouest pendant 1 an et demi. La Russie sera obligée d'abandonner le siège. Encore une victoire de l'oncle Sam. Il y a une anecdote assez touchante, bien que ça corresponde au storytelling habituel des héros américains qui sauvent le monde, c'est celle des Candy Bombers. Un pilote, Gail Havorson, a remarqué qu'aux abords de l'aéroport, des enfants se réunissaient pour observer les avions atterrir. Il a alors organisé des lâchers de colis de bonbons par parachute. Au bout d'un moment, les enfants sont venus en masse pour attendre les colis, et ils peuvent reconnaître Gail Havorson parce qu'il bat des ailes avant d'arriver, et ils le surnomment Uncle Wiggly Wings, c'est-à-dire l'oncle qui bat des ailes. Des milliers de lettres d'enfants arrivent aux Américains pour les remercier, mais aussi très souvent pour se plaindre de ne pas avoir reçu de bonbons. Certains enfants indiquent leur maison sur une carte avec une croix pour demander qu'on les lâche directement dans leur jardin. Ça commence à coûter pas mal cher, mais l'histoire devient si populaire dans les médias qu'un système de donation se met en place et de nombreuses familles participent à la livraison de friandises. Il y aura eu en 1 an et demi 22 tonnes de bonbons lâchés depuis le ciel. Boire ou conduire ? Pourquoi choisir ? Actuellement, Tempelhof est surtout populaire à Berlin pour son immense parc, le Tempelhoffeld, qui est le plus grand du monde. C'est un parc très agréable et qui est si grand qu'il est très facile d'y trouver un coin pour soi sans être gêné par les autres, même en pleine saison touristique. Des festivals y sont organisés, les gens viennent y faire du skate, du roller ou du vélo. C'est un endroit très reposant.
Des mecs qui font de l'acrobranche sur des échafaudages et des carcasses de voitures. Après Bernauer Straße, je continue à me balader dans le quartier de Mitte. Et je voudrais en profiter pour te dire ce que je pense un peu de Berlin. Là, ça fait presque 2 semaines que je suis ici. Donc, qu'est-ce que je pense de cette ville ? Qu'est-ce que je pense de ma vie ici ? Bon, c'est un avis de personne qui est là depuis 2 semaines. En fait, je pense que Berlin, c'est une ville de passage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, c'est très cosmopolite. En fait, Berlin, c'est pas l'Allemagne. Bon, les gens, évidemment, il y a beaucoup d'Allemands, mais Berlin, c'est pas allemand. C'est une ville très cosmopolite où se mélangent énormément de nationalités. Depuis que je suis arrivée ici, je ne parle qu'anglais, par exemple. Moi qui voulais pratiquer un peu l'allemand que j'avais appris à l'école, c'est foutu. Je suis capable d'aller dans les magasins et de demander 2-3 trucs en allemand, mais c'est tout. Sinon, les grandes conversations avec les gens en allemand, je crois que je peux oublier. Et comme c'est une ville de passage, c'est une ville où il est difficile de créer des liens solides avec des gens, parce que les gens sont très volatiles. Les gens savent que tu vas partir bientôt, que eux aussi vont partir bientôt. Donc tu rencontres très facilement des gens. Les gens sont hyper chaleureux. Franchement, bien plus qu'en France pour le coup. Je trouve que c'est hyper agréable. Ici, tu peux vraiment parler à tout le monde très facilement, je trouve. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais c'est difficile de rester en contact avec des gens. Par contre, par le biais d'activités spécifiques, donc voilà, si vous voulez aller à Berlin, je vous recommande d'avoir quelque chose qui vous plaît vraiment, une passion, pour la pratiquer et trouver des gens qui ont cette même passion. Donc moi voilà, j'avais envie de faire du théâtre ici. Et j'ai fait un week-end de théâtre et j'ai immédiatement rencontré des personnes et voilà, on est resté en contact et je vais faire de l'impro avec eux régulièrement jusqu'à ce que je parte et peut-être un jour si jamais je reviens. Ma vie de nomade digitale ici, c'est formidable. Bon, moi j'ai le meilleur logement du monde, j'ai un appart incroyable avec une chambre avec un bureau pour travailler sous les fenêtres, c'est formidable, avec une merveilleuse connexion Wi-Fi. Donc du coup, je travaille autant que j'ai besoin. En fait, ma vie, c'est un équilibre entre faire des choses, des activités qui me passionnent, vous faire découvrir des choses en même temps que je me fais découvrir des choses. Parce qu'il faut oublier que quand je visite les choses, je pense vachement à ce que je vais vous montrer, comment je vais vous le montrer. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment formidable. C'est hyper agréable en fait de se dire qu'est-ce que je pourrais montrer qui serait amusant, qu'est-ce que je pourrais montrer qui soit intéressant, voilà. Et travail bien sûr. Ça se passe bien. J'aime beaucoup découvrir Berlin. J'aime beaucoup l'idée que comme c'est très grand, c'est très vaste, j'ai encore plein de choses que j'ai pas vues, plein de gens que j'ai pas rencontrés, plein de choses à découvrir. Mais ce que je ressens là maintenant, c'est que c'est une ville où je n'habiterai pas. Parce que bon, déjà, c'est très très grand. J'ai habité Paris pendant longtemps et je trouve qu'ici, ça fonctionne quand même moins par petits quartiers. C'est plutôt des gros quartiers. Je trouve que tout est un peu loin, les choses sont un peu loin les unes des autres. Par exemple, je veux m'acheter de la colle forte. Bon, je dois trouver un magasin de bricolage, il n'y en a pas du tout à côté, je dois aller chercher super loin, etc. Et c'est vrai que je me suis habituée récemment à vivre dans la campagne et à avoir un peu tout à proximité. Dans la campagne. Dans de plus petites villes. Et voilà. C'est une ville où il est très très difficile de ne pas succomber à la tentation de la bouffe. Il y a de la bouffe partout. Il y a de la bouffe et ça sent bon partout. Et moi je suis très très gourmande, alors faut que je fasse gaffe quoi. Parce qu'il y a des trucs Bon déjà c'est... La bouffe de rue ici c'est bien meilleur qu'en France. C'est genre les kebabs par exemple. Je crois que j'ai envie de te faire une vidéo sur les kebabs.
crois que j'aurais envie de te faire une vidéo qui soit dédiée uniquement au kebab. Tellement c'est bon. Et les pizzas. Et le japonais. Et tout. Et les trucs véganes et les tout ça. Et ça sent bon la bouffe et ça sent bon la bouffe partout et je dois faire gaffe parce que je prends du poids très très vite. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui, je voudrais que nous nous asseyions tous en rond pour célébrer le... Pardon ? Pourquoi il y a une bassine au milieu de la pièce ? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Là, je t'emmène à Teufelsberg. C'est une ancienne station d'espionnage de la RDA. Et en fait, on se trouve sur une colline. Alors, je sais pas si on voit que je suis sur une colline artificielle qui a été construite sur des gravats de la guerre. C'est genre, il y avait des millions de mètres cubes de gravats. Ils ont tout entassé, ils ont fait une colline et ils ont fait une station d'espionnage. Allez, on y va. Œuvre d'art. Quand tu veux repeindre un truc moche, ben voilà, tu sais comment faire. Tu le repeins en rose. Donc pour les spécialistes des graphes, il doit y avoir des gens assez connus qui ont graffé ici. Je connais pas bien. Je connais Banksy, quoi, comme tout le monde. J'ai fait plein de muscu pour plaire aux femmes, mais je suis toujours célibataire. Moi, je dirais qu'elle est ni impressionnante, ni dégueulasse. Oh là là, mais c'est Koh-Lanta. Ce vlog est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de lâcher des pouces en l'air. Merci et à lundi prochain.